Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravi sincèrement de vous retrouver et de vous accueillir ici sur ce nouveau plateau pour ce nouveau rendez-vous, l'aparté de la rédac, tous les soirs du lundi au jeudi, une interview de 7 minutes où on prendra le temps avec nos invités. Et pour cette première, j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir. Oriane Aymar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un véritable touche-à-tout, hein. Himalayiste, écrivain, alpiniste, chercheuse, diplomate, enseignant. Je pense que je dois oublier certaines casquettes. Comment est-ce que vous préférez vous présenter quand on vous pose la question? Actuellement, je dirais auteure conférencière, voilà, pour simplifier. Alors, on peut dire, en tout cas, il y a deux choses qui vous guident. La curiosité et le voyage. Vous auriez pu être journaliste au final, parce que ce sont deux qualités qu'on demande chez les journalistes, notamment. Oui, c'est vrai, ça aurait pu. C'est pas fini, hein. Évidemment. Ça peut un jour peut-être, mais pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas mal écrit aussi, mais plus dans le domaine universitaire. Et puis là, c'est encore autre chose, donc ce récit de montagne. Et puis j'ai écrit aussi un livre sur les enfants, enfin pour les enfants. Donc oui, pourquoi pas aussi à un moment donné devenir journaliste. Alors, on peut dire que vous êtes surtout quelqu'un d'opiniâtre, puisqu'à l'âge de 25 ans, vous avez été victime d'un grave accident en pleine Himalaya. Oui, tout à fait. Donc, quand j'avais 25 ans, en fait, j'ai eu une hémorragie cérébrale dans le nord de l'Inde, à côté de, pas loin d'Haridwar, enfin, pour ceux qui connaissent l'Inde, qui est un lieu de pèlerinage. Et donc, j'ai cette hémorragie, mais alors on n'était pas du tout en altitude, hein, et ça n'avait absolument rien à voir avec la montagne. Et j'avais une malformation congénitale, en fait, qui s'est mise à saigner. Voilà. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai dit adieu au téléphone. Enfin, quand j'ai repris conscience, adieu au téléphone à mes parents, et c'est ça. C'était la fin. Et les médecins vous ont dit quand vous avez... À la suite, alors ça s'est fait par étapes, hein, donc séjour à l'hôpital à Dehradun, après séjour à l'hôpital à New Delhi, ensuite rapatriement à l'hôpital quelques temps en France, au Kremlin-Bicêtre. Et là, on m'a dit, le neurochirurgien, après l'opération, vous arrêtez la plongée, ce qui est un peu dommage, parce qu'à la base, j'ai fait des études de biologie marine à l'université quand même, et vous arrêtez tout ce qui a trait à la haute altitude. Voilà. Quel était votre sentiment quand vous avez entendu ces paroles du médecin? J'étais déjà contente d'être en vie. Donc je me dis, bon, c'est pas trop grave. Mais en fait, il me disait arrêter la haute altitude. Donc moi, je pensais plus au trek parce que je faisais pas de haute montagne. Enfin voilà, je faisais pas de 8000, même si c'était déjà un rêve, c'était déjà là. Mais c'était plus les treks à 4000 au Népal, etc. Donc je me suis dit, tant pis, mais au moins je suis en vie, quoi. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Et pourtant, malgré les interdictions des médecins, vous êtes reparti en montagne. Résultat, l'ascension du Lhotse et ses 8516 mètres. C'est juste la quatrième montagne la plus haute du monde. Et de cette incroyable aventure, vous la relatez dans ce livre, Sous l'œil de la déesse, que je montre à la caméra. Quel est le message de ce récit? C'est un petit peu ce que j'ai, moi, appris, en fait, de cette ascension, enfin, de tout mon parcours, de mon cheminement de manière générale, hein, et notamment à la suite, parce qu'il s'est passé quand même 15 ans, en fait, entre l'hémorragie cérébrale et puis l'ascension du Lhotse. Donc, j'y suis allée aussi par étapes, hein. Mais le message, ça serait vraiment d'oser croire en soi, en fait. Parce que moi, à la base, rien ne me prédisposait en fait à grimper à un 8000 à cause de cette hémorragie cérébrale, à cause aussi, parce que je ne suis pas une himalayiste, enfin je ne suis pas une alpiniste à la base, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et puis ce que je raconte dans le récit aussi, parce que ça a été une succession de crises qui ont favorisé en rien en fait l'ascension. Donc vraiment tous les éléments étaient contre moi et pourtant je suis arrivée au sommet. J'étais une des rares seules personnes dans mon groupe à arriver au sommet. Donc tout est possible, donc il faut croire en soi. Pendant cette expédition, vous étiez la seule femme. Oui, et vous tout à racontez fait. que ça a été très, très, très compliqué. Oui, ça a été très compliqué. Alors, c'est un milieu que je ne connaissais pas à la base. Et puis, au départ, je pense qu'on pensait que probablement je n'allais pas y arriver. Et puis, ça a été plutôt, les rôles se sont inversés. Ça a été le contraire. Et voilà, j'ai fait face à un certain nombre de réflexions où on me diminuait. Voilà, on essayait de me fragiliser. Donc, pour moi, ça a été un petit peu l'enfer. Ça a été la partie la plus dure, je dirais, de l'expédition. Beaucoup plus que la partie physique ou même les dangers. Enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir dû endurer, en fait, ce comportement en fait, négatif vis-à-vis de moi. C'est un peu un hymne à la résilience, cet ouvrage? Oui, tout à fait. Parce que malgré les obstacles, on peut toujours rebondir, on peut transformer les difficultés en force. Oui, donc c'est un vrai ouvrage qui est, c'est pour la résilience. Alors, un mot néanmoins sur les conditions. Vous venez de dire, ce qui a été le plus compliqué, c'est presque le regard des hommes, le fait que ça a été très compliqué, ils ne vous ont pas du tout aidé. Non.
Au niveau des conditions, sportivement, physiquement, comment ça s'est passé? Alors pour résumer, ça a été, physiquement, ça a été quand même assez dur, hein. Je m'étais quand même un petit peu entraînée avant, mais ça a été assez dur lié au manque d'oxygène. Mais bon, moi, j'ai pas eu de mal d'altitude, donc je pense que c'est une partie génétique qui joue, mais je me suis quand même entraînée et tout, je faisais de la respiration. Mais moi, c'est le froid. C'est le froid, je trouve ça assez dur, le froid. Donc voilà, et ça use beaucoup. Pourtant, j'ai vécu pas mal de temps, j'ai vécu 4 ans au Canada et tout, mais j'ai un peu de mal avec le froid. Donc ça a été ça, mais psychologiquement, c'était plus ça moi, qui est difficile quand même, plus que la partie physique. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé tout en haut? De la fierté peut-être? Non, pas du tout. Pas du Alors, tout. non, alors pas du tout. Et même après, en fait, pour moi, la fierté, c'est d'avoir fait ce livre. Voilà. Mais la fierté, non. Quand je suis arrivée, j'étais contente juste d'arriver, mais j'avais qu'une chose en tête. En fait, bien sûr, je me retrouve devant l'Everest, qui est une déesse, en fait, une déesse vivante pour les locaux, d'où le nom. De la déesse. Voilà. Mais ça fait, il y a un lien aussi avec mon hémorragie cérébrale que je raconte dans le livre. Mais alors, bien sûr, j'étais contente d'arriver en haut. Mais j'avais qu'une envie, qu'une pensée, c'était de redescendre plus vite parce que c'est tellement inhospitalier comme lieu. Il fait tellement froid et puis en plus il y avait une tempête qui arrivait. On voyait les nuages qui arrivaient à toute vitesse. Donc c'est pas du tout un endroit où il faut traîner. Et puis il y a 3 fois moins d'oxygène qu'ailleurs aussi, donc faut pas oublier. Et puis ce qu'on m'avait pas dit aussi, c'est qu'il y a aussi un homme qui est là en fait depuis des années. Il était là depuis 7 ans déjà, un cadavre à quelques mètres du sommet. Il faut vraiment le frôler en fait pour arriver au sommet. Donc c'est un petit peu troublant en fait quand on arrive au sommet. C'est la rencontre avec la mort. Donc voilà. Donc on n'a pas forcément envie de traîner trop en haut. Ouais. Pourquoi pas avoir tenté l'Everest? En fait, j'ai fait confiance à mon Sherpa qui. J'y ai pensé, hein, et j'y pense toujours d'ailleurs. C'est dans mes projets un jour. Et non, j'ai demandé en fait au Sherpa avec qui j'avais fait un 7000 avant, parce que comme je dis, je me suis préparée, hein, je ne suis pas allée faire le 8000 comme ça. Et il m'avait dit, fais le Lhotse. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Avant de finir, un petit mot sur votre dernière création, co-création, oui, tout à fait. avec mon bâton. Donc là, on n'est plus trop dans le même registre. Ouais. C'est plutôt un livre pour les enfants. Un petit mot sur cette collaboration. Oui, tout à fait. Alors, c'est un livre jeunesse qui est illustré par Marie Détré. Donc, c'est la peintre officielle de la marine. Et donc, c'est un petit livre, c'est l'histoire d'un enfant qui se balade avec sa grand-mère. Et donc, c'est sa grand-mère qui lui transmet le bâton. Donc, ça tourne, c'est une histoire autour du bâton, de ce qu'on peut faire en fait avec un bâton, un simple bout de bois, et toute la symbolique aussi qui va avec. Voilà. Merci beaucoup. Auriane, on arrive déjà à la fin de cette émission, ça va très vite. Hein. Je pense qu'on aurait pu continuer de discuter pendant encore très longtemps. Merci infiniment, très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en quelque sorte la marraine de la partie de la rédaction, on en est très très fiers. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes, merci à toute l'équipe, merci à Damien, à Rémi pour la réalisation. Je vous retrouve demain mardi pour une nouvelle émission.